Bienvenue dans cette formation. Nous allons découvrir ce que c'est que l'ERT et pourquoi cette science est si importante dans le domaine minier que dans le domaine du génie civil. Alors, mon nom étant Évrard Riche, ingénieur en génie minier et data scientist, également fondateur de la page TechRock. Alors, sans toutefois tarder, introduction à l'ERT. Que signifie l'ERT? L'ERT en anglais signifie tout simplement Electrical Resistivity Tomography et en français TRE pour tomographie à résistivité électrique. Sans plus tarder le programme, en grand 1, qu'est-ce que la géophysique? Grand 2, principe de l'ERT. Grand 3, dispositifs et avantages. Grand 4, principe d'acquisition des mesures, cas du dispositif. Et enfin, en grand 5, le bonus pour conclure. Alors, qu'est-ce que la géophysique donc? C'est une étude des caractéristiques physiques d'un sol en utilisant des techniques non destructives de l'environnement. On parle aussi des techniques passives. Des techniques de géophysique, il en existe une panoplie. On ne pourrait tout citer, mais globalement, on peut en citer 4. Notamment la gravimétrie qui s'intéresse à la densité exprimée en millégales, le géomagnétisme qui s'intéresse au champ magnétique exprimé en nanotesla, nano pour 10 exposant moins 9 car il s'agit de très petites valeurs, la géoélectricité qui s'intéresse ici à la résistivité dont l'expression est en ohms mètres, qui s'intéresse également comme autre paramètre physique à la polarisation induite, en anglais IP pour Induction Polarization, qui s'exprime ici en milli. Et enfin, on a un autre paramètre physique qui est la polarisation spontanée, dont le paramètre recherché ici est la tension entre les électrodes. Et cette tension s'exprime généralement en millivolts avec des valeurs soit négatives, soit positives, selon le sens du déplacement du courant. Comme autre technique de géophysique pour sonder un sol, nous avons la sismologie qui s'intéresse quant à elle à la vitesse de propagation des ondes sismiques et s'exprime en millisecondes. Comme je vous l'ai dit, on en dénombre une panoplie de techniques en géophysique pour caractériser un sol. Et donc je vous ai préparé également des appareils utilisés associés à chaque technique de géophysique. En 1, on a un exemple de gravimétrie, en 2, un exemple de magnétomètre, en 3, un exemple de résistivimètre et enfin en 4, un schéma explicite sur un sondage sismique en offshore et onshore pour dire sur terre. Alors, toujours concernant la géophysique, il faut savoir que les études géophysiques se basent sur des exemples référencés. C'est-à-dire qu'on a un listing d'une étude expérimentale qui a déjà été faite dans le temps et qui est approuvée. Ce qui rend la tâche plus facile lorsqu'on fait un sondage, lorsqu'on essaie de caractériser un sol et qu'on a justement des valeurs liées à ce sol-là, ça devient plus facile de pouvoir justement décrire ce sol en fonction des paramètres physiques que ce sol-là a renvoyé. En l'occurrence, ici un exemple de résistivité qui nous indique par exemple que l'eau salée, tout en bas à gauche, que l'eau salée est comprise dans une gamme de résistivité de 0,1 à 1. Et il faut savoir également que la résistivité, c'est la capacité d'un corps à ne pas se laisser. Et l'inverse de la résistivité, c'est la conductivité qui, quant à elle, est la capacité d'un corps justement à se faire traverser par un courant. Concernant toujours l'eau salée, si on observe la conductivité, vous verrez que elle est comprise dans une gamme de 1000 à 10 000 millisecondes par mètre. C'est un peu sur dans ce cheminement-là que nous travaillons en géophysique. On étudie un sol, on traite l'information de ce sol et on se sert des références qui ont déjà été étudiées, attestées, approuvées dans le temps pour nous aider à justement donc caractériser ce type de sol. Principe de l'ERT. En quoi consiste l'ERT? Comment ça se passe? Alors, l'ERT consiste à implanter un grand nombre d'électrodes à intervalles réguliers, ça c'est très important,
le long d'un profil rectiligne ou d'une. Toutes les électrodes sont alors reliées au dispositif de mesure de potentiel et d'injection de courant piloté par un ordinateur. Globalement, en ERT, il existe deux méthodes d'acquisition des données. La méthode d'injection du courant continu, dont les paramètres physiques recherchés peuvent être la résistivité, et qui dit résistivité dit inversement conductivité, et l'IP, exprimé en millisecondes. Comme autre paramètre, comme autre méthode de l'ERT, on a la méthode de mesure du courant alternatif qui consiste à implanter des électrodes, une fixe, une mobile, dans le sol à l'aide d'un voltmètre. On mesure donc la différence de potentiel entre ces deux électrodes. Généralement, par convention, on nomme ces électrodes M et N. On mesure la tension du courant naturel qui circule dans le sol. Oui, on mesure cette tension-là. Et on appelle la polarisation spontanée qui elle s'exprime en millivolts. Et je vous l'ai dit, ces valeurs peuvent être négatives ou positives selon le sens de déplacement du courant. Et donc, à notre droite, on voit un schéma illustrant juste un dispositif en ERT concernant la méthode du courant continu, et en deux, un dispositif en ERT concernant la méthode du courant alternatif. Principe de l'ERT toujours. Quelques domaines d'application, j'allais dire. Nous avons un courant alternatif pour la mesure de la tension des courants naturels qui circulent dans le sol. Nous avons en géotechnique la prévention des risques à travers la détection par exemple des dolines. En hydrogéologie environnement, nous avons le suivi des coups de fuite, le repérage de panache de pollution. Prospection géologique, nous avons le repérage de zones minéralisées telles que les sulfures. En courant continu, qui est justement, je le rappelle, une injection du courant continu dans le sol. En génie civil, c'est important pour la recherche par exemple des cavités, des fissures, la caractérisation des terrains superficiels. En environnement, on a par exemple la délimitation de décharges, la recherche de contaminants. En hydrogéologie, on a la recherche d'aquifères. Ah, ça c'est pour ceux qui vous proposent des services de fourrage, si vous en avez déjà entendu parler. En archéologie, enfin, on a la recherche de vestiges. Mais vraiment, il y en a tellement et tellement des domaines d'application. Dispositifs et avantages. Il faut savoir qu'en ERT, notamment, en ERT, on va parler plus loin, plusieurs dispositifs dont les plus connus sont le dispositif de Wiener, le dispositif de Schlumberger, le dispositif dipôle-dipôle et enfin le dispositif pôle-pôle. On va tenter un peu de découvrir leurs avantages. Déjà, avant d'aller plus loin, le dispositif de Wiener, il faudrait savoir que, comme je vous ai dit, un courant est injecté dans le sol parce qu'on est dans le domaine, dans la méthode du courant continu concernant l'ERT. Un courant est injecté dans le sol et ensuite ce même sol-là nous envoie une réponse qui sera mesurée entre les électrodes M et N. Je reprends. Un courant est injecté dans le sol à travers les électrodes A et B et on a la réponse de ce sol-là à travers les électrodes M et N. La longueur du profil est notée ici grand L. Elle est importante, vous allez comprendre pourquoi. Et aussi, il faut concernant la méthode de Wiener par exemple, l'écart entre les différentes électrodes ne varie pas. Ce qui n'est pas le cas de Schlumberger où l'écart entre A et B, MN et N et B ne sont pas les mêmes. Ça, c'est très important. Le dispositif permet en fait de mettre en exergue des caractéristiques différentes les unes des autres. Alors, concernant les profondeurs d'investigation, M. Barker, 1989, nous dit par exemple que si on veut avoir une estimation de la profondeur d'investigation du dispositif de Schlumberger par exemple, il suffit de multiplier la longueur totale du profil fois 0,19. Pardon. Par la même occasion, on peut voir que le pouvoir de résolution du dispositif de Wiener
est nettement mieux que tous les autres dispositifs. Toujours concernant les dispositifs et avantages, pardon, nous apprenons ici que le dispositif de VNE est recommandé pour les structures horizontales. Ça, c'est très important. Vous allez comprendre pourquoi. Le dispositif de VNE Schlumberger, quant à lui, est recommandé pour les structures à la fois horizontales et verticales. Alors, c'est important. Pourquoi? Parce que lorsque on part sur le terrain, cela suppose qu'on ait déjà fait une étude au préalable de l'environnement, de la géologie du coin, pour ne pas avoir des mauvaises surprises. Mais toutefois, on peut anticiper ces mauvaises surprises parce que la nature n'est pas, c'est pas carré, comme on a l'habitude de dire, la géologie n'est pas carrée. Et donc, je ne sais pas quoi qu'il y a dans le sol. Je peux venir donc adopter un dispositif de VNE Schlumberger, par exemple, qui va me mettre en exergue les structures à la fois horizontales et verticales. Tout simplement parce que je ne suis pas sûr des projets du coin, quoi. J'espère que jusqu'ici, on se comprend. Le dispositif DIPO, quant à lui, va un peu plus en profondeur que celui du dispositif de VNE Schlumberger, mais il est un peu plus sensible au bruit. Et par la même occasion, en revenant sur VNE Schlumberger, il a une meilleure résolution s'il fallait faire la comparaison avec celui de dipôle. Également, on a pour clôturer le dispositif et avantages, nous avons le dispositif pôle-dipôle. Il est asymétrique et pouvant créer des artefacts. Profondeur d'investigation intermédiaire entre le dispositif dipôle-dipôle et pôle-pôle. Il est sensible au bruit, ce dispositif-là. C'est très important de le savoir. Nécessite de mettre une électrode à l'infini. Effectivement, si on remonte un peu plus haut, vous verrez que le dispositif, en fait, si vous posez vos yeux sur le dispositif pôle-pôle, vous allez voir que A va vers B, mais avec un symbole de l'infini. C'est juste une manière de dire que l'espacement est très grand. C'est pas comme si la distance ne finit jamais, non. C'est juste une manière de vouloir matérialiser la dimension, en fait, la longueur, en fait, du profil qui est très grand, en fait, très éloigné, en fait. Pareil pour M et N, la distance entre M et N. Donc, nous revenons là où nous étions. D'accord. En grand, 4 principes d'acquisition des mesures. Ça aussi, c'est très important de savoir comment l'appareil s'y prend, comment le résistivimètre s'y prend pour faire le sondage électrique. On va étudier ici ensemble le cas du dispositif de Wiener. D'accord. Supposons un sur lequel on a implanté 20 électrodes, comme vous voyez au schéma, comme vous voyez la figure. Je rappelle le dispositif de Wiener, l'écart entre ces différents électrodes, parce que ça fonctionne avec une paire de 4 électrodes. L'écart donc entre ces 4 électrodes est constant, il ne varie pas. On peut agrandir la longueur du profil, mais toujours est-il que l'écart entre les 4 électrodes ne varie pas. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple concret. Si j'ai commencé avec un écart entre les électrodes d'1 mètre, je maintiens les 1 mètre. Ensuite, je peux passer à 2 mètres. C'est 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Ensuite, je peux passer, disons même à 5 mètres. C'est 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres. C'est pour ça que vous voyez, à la station 1, par exemple, on a commencé avec un petit tas. Ensuite, on a commencé avec un petit tas. On va supposer que on a fini de prendre la mesure entre l'électrode numéro 2 et l'électrode. Supposer l'écart entre le point M et le point N. La mesure se faisant au milieu justement de cet écart. Ça aussi, c'est très important de le savoir. C'est pour ça que vous voyez ces petites flèches. Si vous regardez bien, cette petite flèche là en dessous du petit A entre le 2 et le 3. Donc, dès que la machine a fini d'acquérir la valeur de la résistivité en ce point-là, on va supposer que A vaut 1 est décalé justement vers la droite d'1 mètre. Ça veut dire que le nouveau 1 passe à 2, le nouveau 2 passe à 3, le nouveau 3 passe à 4, le nouveau 4 passe à 5. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Toujours est-il que la mesure du paramètre se faisant entre l'électrode M et N, juste au milieu là, qui est considéré pour la machine comme la position de la station à cet instant T où elle prend la mesure. Et donc, dès qu'on balaie
concernant le niveau de profondeur n égale à 1, lorsque c'est les électrodes R, disons à petit a, si on va aller un peu plus en profondeur, on agrandit justement le profil, le dispositif, j'allais dire, pour passer de n à 1 à n égale à 2. On agrandit l'écart entre les électrodes de notre dispositif. On quitte donc de A à 2A. J'espère que jusque-là on se comprend. Toujours est-il que ça respecte le même principe. La valeur sera mesurée au milieu de M et de N. Oui, c'est là-bas que la valeur est mesurée, comme je ne cesse de le répéter. Et ainsi de suite, on balaye tout le profil. On n'utilise pas toutes les électrodes, étant donné que plus on agrandit la longueur du dispositif, moins on réduit le nombre de plus on agrandit la longueur du dispositif, plus on réduit le nombre d'électrodes pouvant être utilisées. C'est pour ça que au départ, on commence avec un grand nombre de points échantillonnés. Au fur et à mesure qu'on va en profondeur, ce nombre rétrécit, d'où cette forme pyramidale inversée. Grosso modo, c'est à peu près de cette façon qu'un récivimètre fait des levées électriques. Donc, en bonus, ce qu'il faut savoir concernant la résistivité qu'on mesure sur le terrain, c'est que de manière globale, dans la nature, il n'existe pas vraiment un sol homogène et isotrope. Homogène comme pour dire que ce sol-là a la même composition sur toute son épaisseur. Isotrope comme pour dire que les matériaux composant ce sol-là ont les mêmes propriétés physiques dans toutes les directions de l'espace. Dans la nature, je vais peser mes mots, j'ai envie de dire que c'est impossible de trouver ce genre de sol. Il y a toujours des incrustations quelque part, etc., etc. La nature, c'est vraiment un champ aléatoire de possibilités. Et donc, la résistivité dont il est question que l'appareil mesure, la résistivité apparente, ρ petit a, qui a été créé, qui a été un concept inventé par Monsieur Kunetz, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, en 1966, et dont la formule est égale à delta V, qui signifie la différence de potentiel, divisé par I. I est l'intensité du courant électrique. Oui, l'intensité du courant électrique qui est censé être un courant continu. On envoie continuellement le courant dans le sol. Le tout multiplié par un grand G, monsieur facteur de géométrie associé au dispositif utilisé. Je préfère insister sur associé au dispositif utilisé parce que ce G justement varie. Il n'a pas la même valeur en fonction du dispositif. Et donc, on rappelle encore les notions de base. Delta V, la différence de potentiel, qui est en réalité la tension entre les électrodes M et N, est généralement exprimée. L'intensité du courant continu injecté est généralement exprimée en milliampères. La même formule résistivité apparente peut dans certains documents être égale à R, un grand R multiplié par un grand G facteur de géométrie qui peut être noté également dans certains documents grand K. Ça dépend du document sur lequel vous êtes déjà tombé. R ici est en fait la résistance dont l'expression est en ohm. À ne pas confondre avec la résistivité. La résistivité est en ohm par mètre ou en ohm mètre si vous voulez, et la résistance est simplement en ohm. Donc quand on prend la résistance et qu'on la multiplie avec le facteur de géométrie, on obtient en fait la résistivité parce que c'est par rapport à une distance qui est exprimée en mètres. Donc je vous affiche les différents dispositifs justement. C'est juste un rappel de ce qui a été vu. Sauf que en ajout, vous voyez la nomenclature des électrodes. Vous voyez A à B, le courant circule entre A et B. Et la tension, et j'ai envie de dire plutôt, le paramètre physique mesuré se fait entre M et N. Regardez, portez votre attention sur le facteur de géométrie qui est G. Vous voyez que sur le dispositif de Wiener par exemple, G égale à 2πA. Sur le dispositif de Wiener-Schulze, même G change, il est cette fois-ci égal à πN, facteur de N plus 1, le tout multiplié par A, et ainsi de suite pour les autres dispositifs. Et donc le dernier point du bonus, c'est la résistivité calculée. Alors, il faut savoir que la résistivité que l'on mesure sur le terrain, je le rappelle ainsi, est la résistivité apparente.
cette résistivité n'est pas la résistivité vraie. Je répète, cette résistivité vraie. Parce que cette résistivité est celle d'un sol hétérogène et anisotrope. Hétérogène, c'est-à-dire que ce sol n'a pas la même composition chimique sur toute son épaisseur, et anisotrope, les matériaux qui constituent ce sol n'ont pas les mêmes propriétés physiques dans toutes les directions de l'espace. Et donc, on se propose de calculer une résistivité excusez la redondance, notée ρ ou ρ calme, cela dépend de vous, mais l'essentiel c'est de comprendre le principe de fonctionnement. Cette résistivité est celle qu'on obtiendrait sur une couche justement de sol homogène et isotrope, en utilisant le même dispositif et le même courant que l'on mesurait pour la résistivité apparente. Tout cela donc nous conduit à la formule de la résistivité vraie, ρ vrai, ρ petit v, ça dépend du document vous êtes tombé ou que vous tomberez un jour, mais toujours est-il qu'on est ici pour comprendre le principe, c'est le plus important. Et donc ρ vrai égale à la résistivité apparente divisé par la résistivité calculée. Et donc c'est cette équation mathématique qui nous donne la résistivité vraie, pour plus tard générer dans des logiciels comme Res2D, Res3D des pseudo-sections, c'est-à-dire des sortes de, excusez-moi s'il faut remonter ici, des pseudo-sections, des sortes de triangles, de pyramides inversées. C'est ça qu'on appelle des pseudo-sections en géophysique, c'est le jargon. Et généralement vous verrez ce genre d'image avec plusieurs couleurs, mais nous y reviendrons là-dessus en profondeur plus tard, c'est pas le but ici. Et donc pour clôturer le dernier point, excusez-moi, ça c'est le véritable dernier concernant les bonus. Voilà à peu près sur un terrain une illustration d'un ensemble de profils. En l'occurrence ici on a 5 profils qui vont de T1 à T5. Dans la méthodologie de travail, on implante pas en fait, on ne fait pas en fait des profils au hasard, non, c'est suivant une direction. Et par rapport à cette direction, l'espacement entre les profils doit être également constant. Ça permet que lorsque l'on va faire des traitements et qu'on va générer des images 3D comme vous voyez à l'écran, on pourra également dans un autre logiciel, je pense au logiciel américain Rockworks, générer une espèce de bloc modèle justement de l'ensemble du terrain qui aura été traité pour justement avoir une idée de dessous. Ça permettra effectivement que les équipes géotechniques, sur la base du rapport des travaux géophysiques, puissent également donc faire des levées géotechniques. Je pense au pressiomètre qui sert en géotechnique pour faire des levées pressiométriques pour étudier justement la résistance, en fait la capacité de ce sol à supporter certaines charges. Là on est dans le domaine du BTP, du bâtiment et travaux publics. Et donc pour le coup c'est la fin de cette première journée. Moi je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à poser tout un tas de questions en commentaire. Ça me ferait un plaisir de répondre et surtout merci également de liker, de partager. Nous sommes ici pour apprendre, comprendre les choses et je vous dis à la prochaine.